Bonsoir à toutes et à tous. La Mutualité de la Réunion est très heureuse ce soir de vous accueillir à la veille de la Journée mondiale de la respiration pour la première de nos 7 webconférences qui nous permettront de tout savoir sur la respiration et comment l'utiliser au mieux pour préserver notre santé. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marie Defossé. Alors, Monsieur Defossé est titulaire d'un doctorat scientifique et spécialisé en physiologie. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur le nerf vague et sur la respiration. Il est aussi chercheur indépendant, conférencier, et il développe depuis 2010 la coach respiration, qui est une méthode pour prendre soin de soi et qui est basée sur la réponse à nos besoins fondamentaux du corps que sont le mouvement, la respiration et la nutrition. Alors ce soir, il va nous faire découvrir comment travailler notre respiration pour vivre plus longtemps en bonne santé, mais aussi comment notre alimentation peut influencer notre respiration. Alors avant de lui donner la parole, quelques petites règles de fonctionnement pour cette webconférence. Donc je vous invite à garder tous vos micros éteints afin de ne pas interférer voilà, dans la présentation. Et si vous avez des questions, écoutez, à nous les envoyer via le chat et je pourrai du coup les poser à Monsieur Defossé à la fin de sa présentation. Monsieur Defossé, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci. Merci à la Mutualité de la Réunion pour la confiance accordée. Et puis, je m'adresse à vous. Voilà, je ne vois aucun visage, mais c'est pas grave. J'imagine que vous êtes là avec votre cœur réunionnais qui est si agréable pour vous parler de la façon la plus concrète possible et en même temps la plus pointue possible. Vous allez voir, c'est possible à propos de la respiration. On va se poser une question de point de départ qui est intéressante. Quelle est la meilleure façon de respirer? Pas du point de vue de Jean-Marie Defossé, qui ça peut avoir son intérêt, mais c'est limité. Pas du point de vue de tel ou tel, mais d'un consensus global au niveau de la science. Alors, ce dont je vais vous parler est principalement retranscrit dans un livre qui est paru il n'y a pas très longtemps aux éditions Soukar. Et donc, si des gens voulaient vraiment le développement complet, eh bien, vous pourriez toujours vous plonger dans cet ouvrage. On va alors se poser une deuxième question qui est de savoir qu'est-ce que nous sommes? Et ce que nous sommes, certains vous diraient, écoutez, on est d'abord un cerveau qui interagit avec le monde extérieur et qui nous pilote de façon autonome. Ça veut dire que votre cerveau s'occupe de régler votre battement cardiaque, le fonctionnement de vos intestins, bien sûr votre respiration, vos reins et tout le système de détoxification, le foie. Mais sur ces organes, il n'y en a qu'un. Sur ces fonctions, il n'y en a qu'une sur laquelle vous pouvez agir de façon consciente. Vous n'avez pas, à moins d'être extrêmement doué en yoga, le pouvoir de ralentir votre cœur ou de changer la production d'urine ou de rétention de sodium par vos reins. Par contre, vous pouvez agir sur la respiration. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que vous pouvez agir sur votre respiration, vous allez pouvoir agir sur le fonctionnement des autres organes. En fait, et le lien est si fort que dès que vous modifiez votre respiration ou simplement que votre respiration se modifie pour des raisons que vous n'avez pas voulu ou vous n'avez pas conscience, vous agissez pour le meilleur ou pour le pire sur votre corps entier. Nous avons donc un rôle non pas primordial de la respiration, mais une porte d'entrée qui est tout à fait particulière offerte par la respiration. Respirer nous permet d'agir sur l'ensemble du système du corps humain. Et d'ailleurs, que ce soit au niveau de fonctionnement des organes, c'est ça la physiologie, c'est l'étude du fonctionnement, mais aussi au niveau psychologique. Ça va agir sur notre manière d'être en lien avec nous-mêmes, du point de vue psychologique, avec les autres, du point de vue social, et même du point de vue environnemental, avec la nature. Ça va nous rendre soit plus confiants, soit plus nerveux, plus méfiants, plus entreprenants. Alors, si on veut commencer à se dire, bon, OK, on veut savoir quelle est la meilleure façon de respirer pour que mon corps fonctionne au mieux, c'est peut-être intéressant de savoir à quoi sert en priorité la respiration. Parce que si on ne sait pas à quoi sert une fonction en priorité, on risque d'agir de façon peut-être qui ne sera pas optimale, idéale.
Alors, si je vous demande à quoi sert la respiration, vous allez me dire, bah, j'imagine vous entendre là, ça sert à amener de l'oxygène aux cellules du corps. Et c'est vrai que dans le rôle de la respiration, parmi les rôles, il y a l'apport d'oxygène. Mais ce qui est curieux, qui peut vous paraître surprenant, c'est que cette fonction d'amener de l'oxygène n'est pas le rôle premier. C'est-à-dire le rôle premier, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va être contrôlé en priorité. C'est la première raison pour laquelle votre respiration se modifie. Eh bien, ce n'est pas les besoins en oxygène. Parce que, en réalité, on respire toujours, sauf si vous faites des efforts physiques intenses, mais vous respirez, on va dire 30 de plus que ce que votre corps aurait besoin, du point de vue des besoins d'oxygène. Alors vous allez me dire: «Bon alors OK, ce n'est pas ça, il y a l'oxygène d'accord, mais il y a une autre fonction qui est l'élimination du CO2». Et là, je joue sur les mots et en même temps, je ne joue pas vraiment. Il y a éliminer du CO2. On pourrait croire que le rôle de la respiration, c'est d'éliminer le gaz carbonique à tout prix. Parce qu'il est décrit dans les livres de sciences, comme un déchet. Genre, quand mon fils est au collège, ils ont appris la respiration et il a été dit: «Le gaz carbonique est un déchet». Mais il faut savoir que ce n'est pas tout à fait exact et que si le corps n'avait pas du gaz carbonique, arrivait à éliminer 100 du gaz carbonique, eh bien, vous mourrez immédiatement. Le corps va utiliser ce gaz carbonique pour faire quelque chose de très particulier. Il va l'éliminer, mais juste un peu pour en garder en suffisance pour arriver à faire quelque chose qui est extrêmement important. Sinon, les cellules, enfin les protéines des cellules vont coaguler. Coaguler, c'est quoi? C'est comme quand vous prenez du blanc d'œuf, c'est de la protéine, et vous le mettez dans une poêle chaude, il y a un changement d'état moléculaire. Ça ne change pas la formule du blanc d'œuf, mais le blanc d'œuf qui était liquide et transparent devient rigide et opaque. Il y a une coagulation. Et quand vous changez le niveau d'acidité du sang ou de l'intérieur des cellules, les protéines vont commencer à changer de forme et pourraient coaguler. Le corps humain et tous les systèmes vivants doivent absolument réguler le niveau d'acidité intérieur. Ça s'appelle la régulation de l'équilibre acide-base. Et c'est ça le rôle premier de la respiration. Gardez toujours juste la quantité de gaz carbonique pour ne pas coaguler, pour finir comme un œuf dans une poêle chaude. OK. Est-ce que cette production de gaz carbonique est importante ou juste anecdotique? Écoutez, pour une personne qui est au repos, tranquille, on estime qu'elle va consommer 500 grammes d'oxygène par jour et produire 700 grammes de gaz carbonique. Ce gaz carbonique, il réagit avec l'eau. Il est soluble dans l'eau, comme tous les gaz, mais en plus, il réagit avec l'eau pour une formule facile. CO2, tout le monde entend parler de ça avec le réchauffement climatique. H2O, c'est de l'eau, tout le monde connaît cette formule. Et ça donne quoi si vous mélangez les deux? Ça donne du H2CO3. Ça, c'est pour la veillée de Noël, entre deux, entre deux apéritifs. C'est la formule chimique de quelque chose que vous connaissez tous, qui est la formule de je passe l'eau pétillante. Quand vous buvez de l'eau qui pétille ou n'importe quelle boisson pétillante, vous buvez du H2CO3, de l'acide carbonique. C'est un acide faible, mais c'est un acide quand même et qui serait capable de faire coaguler vos cellules si le corps n'éliminait pas ce qu'il faut de gaz carbonique. 1 kilo de CO2, on va dire que c'est à peu près ce qu'on produit par jour quand on bouge un peu dans la journée, permet de faire 250 litres d'eau pétillante. C'est sûr que si dans ces conditions, vous gardez votre gaz carbonique jalousement et que vous ne respirez pas en suffisance pour l'éliminer, vous allez atteindre quelque chose qu'on appelle en science une accumulation d'acidité, de H+, c'est une acidose. OK. Le petit souci, c'est que cette source d'acidose n'est pas seulement due à la production de gaz carbonique qui vient d'où? De la combustion de l'oxygène lorsque nous brûlons des sucres pour donner de l'énergie. Il y a une autre source d'acidité qui peut se produire à l'intérieur du corps et qui se produit tous les jours, sauf si vous ne vivez plus, c'est lorsque vous consommez des protéines. Les protéines sont indispensables à la vie.
L'idée ne va pas du tout de cesser de consommer des protéines parce qu'on a peur de l'acidité qui est générée, mais quand vous consommez des protéines, à un moment donné de la dégradation de ces protéines, le corps va fabriquer un autre acide qui est moins connu, mais pas de nom, c'est H2SO4, c'est l'acide sulfurique. Ce n'est pas une blague, c'est de la physiologie bien sérieuse. Votre corps produit de l'acide sulfurique lorsqu'il consomme des protéines. Waouh! Euh, une autre source d'acidification, c'est les sources de phosphore. On pense toujours aux poissons, mais il y en a aussi dans les oléagineux. Ce sont les graines grasses comme la cacahuète, le tournesol. Et là, euh, les sources de phosphore ne vont pas produire de l'acide phosphorique comme on entend parfois, mais vont induire une perte de bicarbonate. Et nous allons voir que les bicarbonates, ben en fait, c'est le jumeau opposé du CO2. Ce sont les bicarbonates qui vont permettre au corps de ne pas s'acidifier. Comment le corps régule cette acidité? En faisant un équilibre. Un équilibre entre ce qui est acide et ce qui est non acide, on dit alcalin. Tout ça se joue, je vais vite parce que j'essaie que ce soit léger, avec un système qu'on appelle le système tampon, le système tampon du sang. Un système tampon, c'est quelque chose qui va absorber les écarts d'acidité. Dans votre sang, il y a du gaz carbonique en permanence parce que vous respirez et que cette respiration correspond à la combustion de l'oxygène pour brûler des sucres et produire de l'énergie. Et vous avez en permanence des bicarbonates. Le sang humain est salé à peu près à 9 grammes de sel par litre. 1,5 g de ce sel, ce sont des bicarbonates. Votre sang est plus salé en bicarbonate que une eau de régime, très riche en bicarbonate. Si je vous faisais boire une eau avec 1,5 g de bicarbonate par litre, vous trouveriez que cette eau a un goût un peu saumâtre. Notre sang est extrêmement riche en bicarbonate et tout ça pourquoi? Pour compenser le niveau d'acidité créé par le CO2 de la respiration. On va donc venir à l'importance de la respiration. Regardez ce qui se passe. J'ai changé un petit peu ma balance et qui redonne à peu près les données que je viens de vous citer. 1,5 g de bicarbonate d'un côté, du CO2 à un niveau très précis, et en permanence, votre corps va essayer, et il va réussir, à ce que cet équilibre-là, qui est mobile, soit toujours réglé de telle sorte que l'acidité du sang soit à une valeur de 7,4, pH 7,4, c'est comment, la norme qu'on utilise pour mesurer l'acidité, c'est le pH. Et ici, le sang humain a une acidité normale de 7,4. C'est-à-dire pas vraiment acide, c'est un petit peu alcalin. Si le corps manque de bicarbonate, eh bien, la balance va se décaler vers le haut et on va entrer en alcalose, c'est l'inverse de l'acidose. Ça se produit quand on respire trop. Et si le corps accumule un peu trop de gaz carbonique, ce côté de la balance va s'alourdir et vous devinez ce qui va se passer. La balance va baisser et on va tomber sur de l'acidose. Et comment le corps fait-il pour réguler? Il a deux outils, il n'en a que deux. C'est agir sur les bicarbonates ou agir sur le gaz carbonique. Agir sur les bicarbonates, c'est principalement via les reins. C'est eux qui récupèrent les bicarbonates au niveau du sang lorsqu'il y a la filtration et qui en éliminent s'il y en a trop. C'est eux aussi qui peuvent en produire. Il n'y a pas que les reins qui peuvent produire du bicarbonate cependant. Et au niveau du gaz carbonique, c'est la respiration. La manière dont vous respirez là, maintenant, n'est pas liée à vos besoins en oxygène, n'est pas liée à la nécessité d'éliminer un max de gaz carbonique. Elle est régulée extrêmement précisément, votre respiration, sur la quantité de gaz carbonique que vous devez éliminer pour que cet équilibre soit parfaitement compatible avec les conditions de survie de chacune de vos cellules. C'est une petite merveille. Nous avons des capteurs à l'intérieur de nous qui, en permanence, à notre insu, nous sauvent la vie en continu. Alors vous allez me dire, mais par exemple, si je me mets à courir, je vais respirer plus fort. Pourquoi?
Tout simplement parce que quand vous courez, vous consommez plus d'oxygène, vous roulez plus de sucre, vous faites plus de gaz carbonique. Votre sang va devenir acide et pour éviter cette acidification, votre corps va ventiler plus, va éliminer plus de gaz carbonique. Voilà à quoi sert la respiration. Et c'est cela que vous changez, sur ça que vous interférez dès que vous décidez de dire: «Ah ben non, moi je ne vais pas décider de respirer comme mon corps a envie, je vais respirer comme moi j'ai décidé de le faire». On reviendra sur cette idée en relativisant, cette approche de: «Ah, je respire mal, je dois réapprendre à respirer». Je pense qu'on n'a absolument pas à réapprendre à respirer. Vous ne savez pas quel est votre taux de bicarbonate, vous ne savez pas quel est votre taux de CO2 dans votre sang, c'est votre corps qui le sait et s'il y a une respiration qui est déformée, ça arrive, bien sûr, mais peut-être est-ce parce qu'il y a des raisons et ça, nous allons le voir un petit peu, en plus en détail. Ça, c'est, l'équilibre parfait, on l'a vu, hein, un rapport entre ce qui est en apport de bicarbonate et finalement les pertes de bicarbonate et qu'est-ce qui apporte des bicarbonates au corps? Et là, ça devient un lien qui est, je pense que je suis le seul au monde à parler de ça, le lien entre respiration et nutrition et ça nous amènera à des choses complètement concrètes, à savoir, par exemple, le ronflement et un petit peu l'apnée du sommeil. Qu'est-ce qui est alcalinisant? Qu'est-ce qui amène des bicarbonates au corps? Eh bien, globalement, ce sont les apports de légumes, sauf les légumes acides. La rhubarbe, l'oseille, heu, moi, je vous déconseille personnellement de manger ça. Ce sont des légumes acidifiants et puis il y a tous les légumes qui contiennent de l'acide de fait, qui, chez les personnes un peu déminéralisées, seront, consommatrices de bicarbonate. Donc c'est les agrumes, mais c'est aussi les tomates, par exemple. Tout ça, ces légumes, eh bien, vont amener directement ou indirectement des bicarbonates. Ce qui est acidifiant, bah, c'est les apports de protéines, on l'a vu, et les oléagineuses, les légumineuses et le sel qui déséquilibre les apports, de minéraux. Ça veut dire que, en fonction de ce que vous allez manger, beaucoup de choses à gauche ou beaucoup de choses à droite, eh bien, votre respiration va être différente. Je vous explique ça, avec le schéma qu'on avait de départ. Imaginez que vous mangez très acidifiant. Ça veut dire quoi? Peu de légumes, peu de légumes et quand vous mangez des légumes pour qu'ils soient, non acidifiants, enfin alcalinisants, il faut que vous consommiez les eaux de cuisson. Donc vous mangez peu de légumes et en plus vous perdez les eaux de cuisson, c'est le pire de tout et par contre vous mangez bien des protéines, bien des oléagineux, bien des sources de phosphore et bien dans cet équilibre acide-base du sang, vous avez de l'acidité qui vient ronger le stock de bicarbonate et vous avez en fait un déséquilibre qui va s'installer et vous vous retrouvez dans cette situation, la quantité de bicarbonate est faible dans votre sang et vous êtes dans une acidose. L'acidose va créer une activation de votre respiration et vous allez entrer dans ce que je nomme parce qu'il n'y a pas de mot, enfin, je fais un distinguo entre un mot médical qui est l'hyperventilation et cette situation. L'hyperventilation, normalement, c'est quand le corps respire au-delà de ses besoins. Mais ici, le corps ne respire pas au-delà de ses besoins. Le corps a besoin de respirer plus, non pas parce qu'il a consommé, il a brûlé plus d'oxygène, non pas parce qu'il avait besoin de plus d'énergie en brûlant des sucres, mais parce que l'alimentation a généré une charge acide. Et là, la personne va entrer en surrespiration, elle va respirer plus, même au repos. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que c'est possible dans ces conditions de dire: «Je respire mal»? Oui, je suis comme sans cesse essoufflé. Oui, je suis sans cesse poumon plein, mais est-ce que c'est mon corps qui respire mal? Non, mon corps est en train de me sauver la vie et l'intervention à faire n'est pas de se dire: «Bah, voilà, je veux changer ça, je vais ralentir ma respiration, bloquer ma respiration, accélérer je ne sais pas quoi, augmenter l'amplitude respiratoire». Mais ce travail est intéressant à condition qu'il soit doublé d'une action sur la nutrition. Je vais aller un petit peu plus loin et aller dans cette histoire de ronflement dont je vous parlais. Vous avez une personne qui vit sa journée en respirant normalement, elle s'allonge, elle s'endort
et à certaines heures de la nuit, elle se met à ronfler. Moi, je ne vous parle pas ici du petit ronflement mignon. Les chatons ronflent, les bébés ronflent. Je vous parle du grognement, hein, cette chose merveilleuse quand on vit en couple, n'est-ce pas? Oui. Et si on s'intéresse au problème, soit on se dit, bah, le problème, c'est le bruit, soit on s'intéresse à la source de ce bruit. La source de ce bruit, c'est que la personne respire fort. Le problème du ronflement n'est pas le fait que la personne a les cordes, vocales ou le fond du palais qui vibre. La source du problème, c'est que la personne en pleine nuit, alors qu'elle devrait avoir une respiration toute douce, puisqu'elle son corps ne fait rien, elle a besoin de peu d'oxygène, elle produit peu de gaz carbonique. Cette personne, au lieu d'avoir une respiration sereine, se met à respirer tellement fort que, si elle est relâchée, le voile de son palais vibre et ça donne des grognements. Alors, est-ce que c'est un problème ou une solution que le corps a trouvé pour résoudre un problème qu'il connaît? Non pas le bruit, mais cette manière de respirer très fort en pleine nuit. Pourquoi un ronfleur se met à respirer très fort en plein milieu de la nuit? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure? Ah, ce serait peut-être parce qu'il a une charge acide et qu'il a besoin d'éliminer du CO2. Là, ici, si on mange beaucoup de protéines et qu'on a des apports de potassium faibles, donc c'est ce que apportent les légumes, avec leurs eaux de cuisson, eh bien, c'est pas étonnant que la personne en pleine nuit doive respirer plus, surrespirer pour éliminer du gaz carbonique excédentaire, d'accord? Afin de maintenir son équilibre acide-base. À mon sens, le même problème se pose avec l'apnée du sommeil. Pour moi, l'apnée du sommeil n'est pas un problème parce que le corps déraille, c'est la seule solution que le corps a trouvée pour, assurer son équilibre acide-base. Vous allez me dire: «Écoutez, moi j'ai jamais entendu parler de ce genre d'approche». Il y a plein de choses pour l'apnée du sommeil. Ça peut être, ce qui est évoqué, c'est un problème, du système nerveux autonome. C'est votre cerveau qui ne sait plus respirer la nuit. Ça peut être, du surpoids, ça peut être, des mauvais positionnements des mâchoires, enfin de la mâchoire par rapport au reste du crâne, OK? Tout ça est vrai. Mais même si vous réglez tous ces problèmes, il se fait que le corps humain, dans certaines situations de déséquilibre d'acide-base, va spontanément arrêter de respirer pendant le sommeil. Ce phénomène est connu des personnes qui font de l'alpinisme en haute montagne. Ils ont des apnées, des blocages respiratoires sévères en pleine nuit. Et dans ce cas, personne ne considère que c'est le corps qui dysfonctionne. On sait aujourd'hui, c'est une stratégie adaptative. Le corps bloque la respiration parce que ce blocage est dangereux à long terme. C'est vraiment, ne restez pas avec des problèmes d'apnée du sommeil. Donc ce blocage est dangereux à long terme, mais sur l'instant, il va mettre en route un mécanisme d'urgence qui force les reins à produire, devinez quoi? Des bicarbonates. L'apnée du sommeil en haute altitude, ça se produit spontanément et c'est une technique que le corps utilise, un système de secours et même de secours pour produire des bicarbonates parce qu'il manque de bicarbonate pour réguler son niveau d'équilibre acide. Dans le cas de la montagne, c'est parce qu'il y a peu d'oxygène, la personne reste surventile pour compenser le manque d'oxygène et ça lui fait perdre beaucoup de gaz carbonique et ça crée un problème de déséquilibre acide-base. C'est une forme de déséquilibre. Et dans le cas des gens qui ont l'apnée du sommeil, à mon sens, une intervention à faire, c'est de modifier l'alimentation de façon à ce qu'elle soit moins acidifiante, de façon à aider le corps à réguler son niveau d'équilibre acide-base sans avoir besoin de faire trop appel à la respiration. Voilà, ça c'était une petite entrée en matière autour de l'approche respiratoire que je vais vous proposer. Et on retombe à la question de départ, mais quelle est la meilleure façon de respirer du point de vue de la science? Euh, Si on tient compte de ce niveau d'équilibre acide-base, intéressant, ça va être intéressant sur les exercices proposés. D'accord? Après, il est intéressant aussi de savoir, euh,
au niveau des gestes de la respiration, qu'est-ce qui est top? Est-ce que c'est intéressant d'avoir une grande puissance d'expiration, par exemple? Est-ce que c'est intéressant d'avoir de la force pour inspirer? Ou est-ce que c'est intéressant d'avoir un grand volume pulmonaire? Eh bien, la réponse à cette question est absolument, c'est une certitude scientifique. C'est que la meilleure façon de respirer du point de vue de la science, on sait aujourd'hui que c'est la capacité d'expiration efficace, profonde. Efficace et profonde. La capacité pardon, c'est la capacité d'expiration qui doit être très efficace. Ça porte un nom, ça se mesure avec un débitmètre de flux. C'est une petite turbine qui va mesurer la quantité d'air que vous pouvez souffler après avoir inspiré autant que vous pouvez, et vous avez 1 seconde pour envoyer un maximum de volume. Entre nous, là, on peut appeler ça le souffle d'anniversaire. Les études sont formelles. Plus vous êtes capable de souffler d'un coup de nombreuses bougies, plus votre souffle d'anniversaire, votre capacité à expirer en profondeur est élevée, et plus votre espérance de vie est grande. Ça, c'est donc corrélé logiquement à votre vitalité. Les autres paramètres respiratoires, comme la capacité pulmonaire, comme la force d'inspiration, n'ont pas cette corrélation très forte avec votre espérance de vie. Ça permet de faire des diagnostics pour des personnes qui ont de l'asthme, des BPCO, donc des maladies obstructives chroniques. OK, mais ça ne va pas donner une indication sur le risque qu'ils ont de mortalité. Alors vous allez me dire: «Voilà, en termes de la mortalité», si on va transformer ça d'une façon plus positive en parlant de taux de longévité. On va inverser le regard. Ce tableau, il ne faut pas qu'il vous fasse peur. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, il y a des chiffres. 100, c'est quand la personne a 100 de sa capacité d'expiration profonde. Elle est idéale. 80, c'est quand il y a 80, 60, 70 et moins de 65. Et ce qu'on observe, c'est qu'une personne qui a une réduction de 65 à 80 de sa capacité d'expiration profonde, eh bien, disons qu'elle a un taux de vie qui est standard. D'accord? Voilà, elle a une certaine espérance de vie. Et si on compare avec des personnes qui ont une capacité d'expiration profonde qui sont de 80 à 100, on a une longévité qui est multipliée par 2. Le risque de décès est divisé par 2. Et si la personne a plus de 100 de capacité d'expiration profonde, son taux son taux de longévité est augmenté d'un facteur 3. Voilà. La meilleure façon de respirer au point de vue de la science, c'est tout ce qui va contribuer à restaurer, maintenir, conserver votre capacité d'expiration profonde. La clé respiratoire de la santé, vitalité, bien-être, c'est cette capacité d'expiration profonde. Ça, c'est ce que dit la science. De fait, dès que vous travaillez sur votre respiration, sur des axes qui sont tonifiants ou tranquillisants, vous vous faites du bien, c'est certain. Après, si vous voulez être le plus, performant, et viser l'objectif final qui est qui serait l'objectif le plus efficace, eh bien, les meilleurs de tous les exercices, c'est ceux qui vont contribuer à maintenir cette capacité d'inspiration profonde, le, souffle d'anniversaire. Alors, vous allez me dire: «Mais OK, qu'est-ce qui est positif pour cette capacité d'expiration profonde? Et inversement, qu'est-ce qui le réduit?» Bien, les causes de la réduction de l'expiration, et c'est là que c'est intéressant, c'est que, ça pour inspirer, c'est facile. Vous donnez l'ordre et votre corps, remplit ses poumons. Pour l'expiration, ça ne tient pas à vous. Vous devez arriver à relâcher le muscle majeur de la respiration, enfin un des muscles principaux, qui est le diaphragme, un grand parapluie musculaire qui est au niveau du bas du thorax et qui, à l'expiration, doit se relâcher. C'est un relâchement musculaire qui permet d'expirer. Ça ne sert à rien de vous contracter, de vous plier en deux, d'essayer de contracter les abdominaux. Vous n'allez pas gagner beaucoup. Il faut que votre diaphragme se relâche. Mais c'est un muscle que l'on ne sent pas de façon consciente.
Donc déjà, relâcher un muscle, c'est pas facile, mais en plus, si c'est un muscle qu'on ne perçoit pas, vous imaginez la difficulté? Et pour combler le tout, le diaphragme est un muscle extrêmement émotif. C'est vraiment une âme sensible, un âme d'enfant et le moindre souci, que ce soit, relationnel, psychologique, nerveux ou physiologique, dès que quelque chose ne va pas au top de votre corps, dès que votre corps est soumis à des situations qui sont contrariantes pour lui, le diaphragme va se bloquer. Il y a aussi d'autres formes de stress qui sont posturales. Si vous tenez pas de la façon enfin, si vous tenez si dès que vous tenez un peu voûté, un peu tordu, un peu courbé ou avachi simplement parce que vous voulez vous reposer dans un canapé, eh bien votre, diaphragme non va perdre des capacités d'expiration profonde et donc c'est complexe. Si on veut que le corps, heu, expire au plus de ce qu'il pourrait faire, ça demande que tout soit au mieux pour lui. Ça demande que le corps connaisse le moins de stress possible. Et stress ici, coach respiration, j'insiste, c'est pas juste les stress nerveux. Si vous mangez trop salé, ça crée un stress au niveau de votre corps qui n'a rien de nerveux, qui est un stress d'équilibre, d'apports minéraux. Et c'est vrai si vous avez une carence en magnésium, des apports insuffisants en potassium. C'est vrai si vous mangez très sucré, vous avez un pic d'insuline et ça se répète dans le temps, eh bien, vous allez soumettre votre corps à un stress insulinique, un stress d'excès d'insuline. Vous avez une douleur quelque part, c'est un stress. Vous avez une inflammation quelque part, c'est un stress. Il y a un grand nombre de stress et tous vont avoir pour, point commun d'agir sur de perturber la manière dont votre diaphragme est capable de se relâcher. Tous vont faire perdre la capacité de relaxation du diaphragme et tous vont amener la personne à vivre avec un diaphragme qui se relâche de moins en moins et quand le diaphragme ne se relâche moins, beh, vous gardez vos poumons plus. Ici, on ne va pas faire le tour de tout. Je vais vous parler du stress postural qui est vraiment intéressant parce qu'il il concerne de nous concerne, il concerne un grand nombre d'entre nous. Nous sommes très originaux pour l'art de se tenir de façon, voilà, pas très alignée. Et là, vous avez un jeune homme qui multiplie les positions et il n'y a que celle de droite qui permet une, expiration la plus profonde possible. Même des déports de tête très légers, de 3 centimètres en avant, peuvent induire directement des pertes de 10, 20, 30 de la capacité d'expiration profonde. C'est énorme et heu ça suggère que si on veut travailler la respiration, il faut aussi travailler la posture et si on avait du temps, vous verriez à quel point la posture et la respiration sont liées. Pour moi, les gens qui sont un petit peu je peux en faire partie dès que je suis stressé, hein, qui sont un petit peu, voûtés vers l'avant, pour moi, c'est pas une personne qui se tient mal. C'est pas une personne qui manque de volonté ou de peps. C'est la manifestation du stress qui impacte la manière dont on respire, qui oblige le corps à respirer poumon plus plein en soulevant le haut du thorax qu'on appelle le sternum et qui cette traction musculaire continue épuise le dos et on finit tête en avant. Et donc, si on veut que la personne se redresse, eh bien, il va falloir travailler sur la respiration. Et en travaillant sur la respiration, on va agir sur la posture de la personne, et parce qu'on travaille sur la posture, on va faire un cercle vertueux qui va permettre de libérer la respiration dans le sens, heu, approfondissement du souffle d'anniversaire. Cette, approche du lien entre la posture, les postures et la respiration, j'en fais un concept particulier que j'appelle la pyramide de Nuster-Copé. Alors Nuster-Copé, c'est un système mnémotechnique entre nuque, sternum, côte basse et périnée. Ces 3 structures, les 3 étages, en fonction de leur, position, contraction, vont avoir un effet direct de blocage ou de déblocage du diaphragme. Et là, je vous montre une image qui le montre, elle est pas mal. Bon, c'est quand même, c'est un photomontage un peu curieux, mais le diaphragme, c'est ce qui est en jaune ici, ce drôle de parapluie à 2 manches. Normalement, ces manches, ils entourent la colonne vertébrale. Ici, la partie jaune, à toute évidence, était collée par-dessus une silhouette avec les poumons
en haut, et puis tout le système digestif en bas. Mais ça donne une idée de la complexité de ce muscle, et c'est lui, ce grand sensible, qui, en fonction de ses capacités à se relâcher, et donc sa capacité à nous, que nous avons ou pas d'expirer profondément, est vraiment déterminant d'une façon très forte, et déterminant sur notre longévité, notre vitalité. Je vous parlais de la posture. Regardez, ce sont des images issues d'une étude de science qui montrait que le petit déport de la silhouette de gauche, d'accord, c'est tout petit. Cette petit déport entraînait, par rapport à la personne qui était plus droite, une perte de capacité d'expiration de 30. Donc si on retourne par rapport au graphique que je vous montrais tout à l'heure, ben, ça amènerait que cette personne a des risques de mortalité qui sont 2 fois plus importants que la personne qui se tient droite, statistiquement. Et inversement, tournons les choses en positif, si vous avez une technique qui permet de redresser, que la personne retrouve la capacité de se redresser, vous doublez votre taux de survie. Il y a tout un travail en coach respiration d'effacement de ces 2 courbures, hein, qui est lié, je vous disais tout à l'heure, mais on ne va pas entrer dans le détail, à le fait que le corps, lorsqu'il est stressé, passe en respiration poumon plein et cherche à soulever le haut du thorax. Et aujourd'hui, cette respiration qui est pas, alors, si ça vous concerne, ne paniquez pas, mais sachez que les pneumologues vont considérer que cette respiration n'est pas normale. C'est la respiration qui devrait avoir lieu lorsque on est soit malade, soit en effort physique intense. Or, aujourd'hui, si vous regardez autour de vous, la majorité des personnes, enfants compris, respirent en soulevant le haut du thorax. C'est un signe que les poumons sont pleins, c'est un signe que le souffle d'anniversaire est réduit, et ce n'est pas, c'est pas optimal. Et il y a donc vraiment un travail intéressant qui va pouvoir être fait sur la respiration. Alors moi, ce que je voudrais, il reste, si c'est 45 minutes, il me restait quelques minutes, plutôt que de vous parler d'autres fonctions de la respiration qui sont un peu plus anecdotiques, c'est que j'aimerais vous montrer des mouvements, qu'on ait quelque chose de concret. Ça vous dit ça? Je vais, faire une petite manœuvre avec mon ordinateur de façon à aller chercher une vidéo sur la chaîne YouTube de Coach Respiration, et puis je vais vous montrer un exercice. Ou un enchaînement d'exercices. Je fais ça rapidement. Là, hop. Voilà, ça c'est le contenu et on va aller ici. OK. Vous voyez? Comme ça, vous voyez, mais non, vous voyez pas, c'est bizarre, il n'y a plus de partage d'écran. Si? Si, si, tout à fait. Mais vous voyez pas la même chose que moi, ce qui est bizarre. On va faire comme ça. Attendez, je vais changer le partage et revenir sur ce que je veux partager avec vous. Voilà, et puis je vais refaire du partage. Ça va pas tarder. Là. Mmh. Afin d'offrir Oui, voilà, c'est ici que ça se passe. Partager. Je suis de retour. Je pense que vous avez l'image. Oui? Ça marche? Vous me voyez sur un écran vert? Oui, c'est bon. OK. Eh bien là, je vais lancer. On va voir ensemble, voilà, les mouvements de coach respiration, et je vais vous montrer le premier qui est très intéressant, que j'appelle le grandissement. Regardez, c'est tout simple. Vous vous mettez face à un support rigide, un mur, une porte qui est fermée, et puis vous êtes pile à la distance pour que, si vous tendez les bras, vous pouvez mettre les mains à plat sur ce support. OK? Voilà. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez expirer en faisant 2 choses. 1, éloigner le menton des mains, et 2, vous grandir. Donc, il faudra tout à fait éviter de basculer la tête en arrière. Ça, c'est pas le but. Vous éloignez le menton des mains et vous grandissez. Là, le but est d'éliminer les 2 courbures, et ce qui se passe ensuite, quand vous êtes au bout de votre expiration,
vous suspendez votre souffle. Souffle suspendu, c'est une petite apnée. Souffle suspendu, vous bloquez le souffle, non, souffle suspendu, vous arrondissez votre dos, vous allez éloigner le menton des mains, approcher le genou du mur et inspirez par le nez ou par la bouche, profondément. Vous éloignez le menton des mains, vous inspirez profondément et vous recommencez. Vous grandissez en éloignant le menton des mains. Et vous recommencez. Vous êtes en apnée. Au bout de l'expiration, vous courbez le dos, éloignez le menton des mains, approchez les genoux, vous inspirez grand et vous expirez. Voilà, ça c'est un des petits mouvements que j'enseigne, que j'ai mis au point et qui est conçu pour restaurer de la capacité d'expiration profonde. Il y a d'autres niveaux, d'autres étages de la pyramide dont je vous parlais tout à l'heure de Nuster-Coppé. Là, on travaille sur le premier et le deuxième étage, le sternum et la nuque. Déjà, avec cet exercice-là, vous pouvez vraiment vous faire beaucoup de bien parce que cette capacité de retrouver une posture alignée est déterminante dans la capacité d'expiration profonde. Concrètement, si vous ne réglez pas le problème de l'alignement et qu'ensuite vous essayez d'approfondir votre expiration, ça va marcher très peu. Parce que c'est le sommet d'une pyramide de blocage. Il faut d'abord démonter cet étage. Et ça, cet exercice, bien fait, il ne peut faire de mal à personne, quel que soit votre état de santé. Et il vous prend 30 secondes. Le matin, vous vous levez, vous faites vos 2-3 mouvements et puis voilà. Moi, je vous invite à faire la suite des autres mouvements qui sont proposés. Je crois que je peux en parler ici, Diane, n'est-ce pas? Ah, vous allez sur Coach Respiration. Oui, complètement. Ah, Complètement, allez-y. vous allez sur le YouTube, c'est la chaîne Coach Respiration et vous avez une vidéo qui s'appelle l'enchaînement simplifié des 7 mouvements fondamentaux et vous avez ce genre d'explication qui vous permet de pratiquer. L'enchaînement complet, ça fait 3 minutes le matin et ça change complètement la manière dont votre corps va fonctionner ensuite parce que vous avez amélioré un peu les capacités d'expiration et ça va durer au cours de la journée. Voilà, c'était une présentation du travail que je fais autour de la respiration et de cet enseignement tiré de cette, cette démonstration scientifique que la meilleure façon de respirer, ce n'est pas ce que j'enseigne, c'est pas ça. C'est la meilleure façon de respirer, c'est lorsque vous avez des capacités d'expiration profonde. Ce que j'enseigne, c'est des techniques qui ont pour but, qui sont conçues spécifiquement pour restaurer et maintenir cette capacité d'expiration profonde. Voilà. Et s'il y a des questions qui sont arrivées, je veux bien volontiers, je garde le créneau d'un quart d'heure pour être avec vous et répondre de façon personnelle. Écoutez, merci beaucoup, Jean-Marie. Donc, effectivement, j'invite les personnes qui nous suivent à poser leurs questions dans le chat. Alors, je vais débuter avec une première question. Vous avez évoqué la notion du souffle anniversaire. Vous avez montré une petite machine pour la mesurer. Comment est-ce que nous, sans outils, on peut prendre conscience de la qualité de notre souffle anniversaire? Alors, excellente question. Et on a de nouveau le petit écho très montagneux dont on avait parlé tout à l'heure, je le dis. Alors, comment faire? Oui, c'est vrai que cette machine, bon, il en existe aujourd'hui qui coûte moins de 100 €, mais c'est quand même tout un investissement. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Première chose, facile, vous êtes là en train de respirer, tout d'un coup, vous trichez pas, vous êtes à peu près au point d'équilibre de votre respiration, vous n'avez pas fini d'expirer en poussant, vous n'avez pas fini d'inspirer en tirant et vous vous dites: «Est-ce que là, maintenant, je suis capable d'inspirer beaucoup?» Si à ce moment-là, je ne vais pas tricher, je le fais, bon, je le fais par la bouche pour que ça fasse du bruit.
vous avez presque pas d'air qui rentre et que tout de suite vous avez la cage thoracique. Je vais un tout petit peu changer la caméra si je veux montrer quelque chose sur mon corps. Vous avez le haut de la cage thoracique qui se soulève, ça veut dire que vos poumons étaient pleins. Si vos poumons sont pleins en permanence, vous n'avez pas un super souffle d'anniversaire. C'est comme ça. Parce que votre muscle diaphragme s'il est tout le temps, contracté, il perd sa capacité à se relâcher, ouais, et surtout il s'est raccourci. Donc ça, c'est le premier test, voir si vous êtes capable d'inspirer beaucoup sans que le haut du sternum le haut du thorax se lève. Deuxième chose que vous pouvez tester, c'est, vous prenez une boulette de papier, hein, je ne vais pas prendre n'importe quoi parce que c'est des documents. Vous prenez une boulette de papier. Vous ne la rendez pas toute petite parce que sinon, ça va devenir impossible. Voilà, vous voyez à peu près la taille. Vous la placez à 1 mètre de vous, sur une table, par exemple, et vous trichez pas, vous avancez pas de 50 centimètres et vous essayez avec votre souffle d'anniversaire sans avancer le visage, de la faire bouger. Si elle bouge, c'est top. Si vous avez plus de 60 ans, vous pouvez la mettre à 80 centimètres. Si, même à 60 centimètres, en soufflant tout votre cœur, vous n'y arrivez pas, d'abord, essayez un petit peu de jouer avec la position de la bouche parce qu'évidemment, si vous arrivez à faire un joli tube avec vos lèvres, ça va fonctionner mieux, mais ça donne une petite indication. Bon, je ne vais pas vous mentir que je vois comment les personnes respirent aujourd'hui. Nous sommes nombreux à avoir un souffle d'anniversaire qui est réduit par rapport à ce qui pourrait être. Mais le but de tout ce que je raconte n'est pas de mettre les gens dans des angoisses en se disant: «Mon Dieu, j'ai un facteur de mortalité fois 3». Non, c'est pas ça du tout. Je pars d'un point de vue très positif. Si vous constatez ça, vous savez tout d'un coup comment vous faire infiniment de bien. Il n'y a pas beaucoup de pratiques qui vous permettent d'augmenter votre espérance de vie de fois 2, fois 3. Et là, vous avez des pratiques respiratoires qui peuvent vous prendre 3 minutes par jour et je vous garantis, parce que je le vois là, les personnes que j'accompagne, mes stages, que vous allez en quelques jours, quelques semaines, avoir un souffle qui est transformé. Et donc, regardez, ce n'est aucun médicament, donc rien de particulier à prendre, c'est gratuit, c'est 100 naturel et vous vous faites du bien. Alors vous pourriez me dire: «Mais qu'est-ce qu'il en est des autres approches?» Par exemple, la cohérence cardiaque. C'est très bien la cohérence cardiaque, c'est une approche simple qui apporte des bienfaits démontrés et à mon avis, elle est intéressante parce que ça consiste à ralentir la respiration. Et dès que vous ralentissez la respiration, le corps compense en approfondissant le souffle. Et donc, vous obligez votre corps à expirer plus profond. Et donc, vous approfondissez un peu votre capacité d'expiration. Ce n'est pas que pour cette raison que la cohérence cardiaque est bénéfique, mais sachez qu'elle va dans le même sens. Ce qui est très intéressant, c'est de faire de la cohérence cardiaque avec une capacité d'expiration qui est profonde. Parce que là, au lieu de respirer en 5 secondes ou 6 secondes avec des poumons pleins qui se vident un peu, vous allez pouvoir en faire avec des poumons déjà vidés qui se vident encore davantage. Donc, tout ce que j'apporte là, eh bien, c'est complémentaire par rapport aux autres approches qui sont bénéfiques par ailleurs. Voilà. Donc, vous avez 3 tests, 2 tests, la main sur le thorax pour voir si vous pouvez inspirer, le test avec la boulette de papier écrasée pour arriver à cette taille environ et qui est placée à 1 mètre de vous ou à 80 centimètres si vous avez, moins de 60 ans. Alors pourquoi cette différence avec l'âge? Parce que le souffle d'anniversaire décroît inexorablement avec l'âge et on en tient compte dans les calculs du souffle d'anniversaire idéal. Quand vous avez 20 ans, vous avez un certain souffle d'anniversaire, il sera à peu près réduit de moitié lorsque vous en aurez 80. Voilà pourquoi vous avez le droit de rapprocher la boulette de plus en plus si vous atteignez des âges canoniques. Ok, merci. Je ne sais pas si mon son est un peu meilleur là. Parfait, oui. Ok, super. Alors, on a une question d'Aurélie qui demande s'il y a un lien entre l'alimentation et les crises d'angoisse ou de panique avec une respiration altérée. C'est une question intéressante.
personnellement, j'en suis convaincu. Donc, à titre scientifique et physiologiste, ce sont les gens qui étudient le fonctionnement du corps, j'en suis certain. Les, euh, enfin, les troubles, les perturbations de la tranquillité, pour moi, dans tous les cas, gagnerait à être traité avec une approche alimentaire qui tient compte des charges acides ou des charges non acides des aliments qui sont consommés. Le corps a des besoins fondamentaux, notamment en potassium. Les autorités de santé, hein, que ce soit, je sais pas, l'Agence européenne de santé, l'Agence nationale de santé française ou des choses encore plus grandes, ont établi des chiffres qui se disent que l'apport idéal de potassium du corps humain, pour une santé optimale, c'est minimum 3,5 grammes, minimum. D'autres études montrent qu'on est quasiment tous à être en dessous de cet apport. Si le corps ne reçoit pas ce qu'il a besoin pour fonctionner au mieux, comment ça s'appelle? Ça s'appelle une carence et les carences mettent le corps en état de stress. Comment est-ce que nos enfants, dont l'alimentation est vraiment particulière et très souvent est très pauvre enfin, pauvre en potassium, oui, pauvre en potassium et correspond à des apports insuffisants en potassium, comment pourraient-ils être sereins? Comment des adultes pourraient-ils être sereins au mieux de ce qu'ils pourraient être si, jour après jour, nous ne fournissons pas au corps ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux? C'est l'évidence même. Alors après, on peut demander à la personne de suivre une thérapie, de voir des psychologues, de prendre, voilà, de prendre telle ou telle tisane, et cetera. Tout ça va l'aider, c'est certain. Mais moi j'aime de partir sur les bases fondamentales. Et les bases fondamentales, c'est les besoins fondamentaux du corps. Allez sur le site coachrespiration.com. Il y a tout de suite un mini guide qui est proposé. Il est gratuit et il insiste sur oui, besoins fondamentaux du corps. L'un d'eux, ce sont la respiration, les mouvements et la respiration. Mais d'autres sont les apports en minéraux, magnésium, calcium et le potassium. Oui, bien sûr, vous pouvez aider une personne. Je ne veux pas dire qu'à coup sûr, c'est ça qui va régler 100% du problème, mais la personne sera toujours plus... vous augmentez les chances que son corps puisse se réparer et s'accommoder des situations qu'elle vit si les apports en minéraux sont idéaux. Mmh. D'accord, merci. Et pour rester sur le terme de l'alimentation, donc par rapport à tout ce que vous évoquez, est-ce que vous auriez, j'allais dire, une journée alimentaire type à nous partager? Ah, pour moi, la première chose, c'est les apports en minéraux qui sont vraiment mon cheval de bataille parce que quand j'ai commencé, je me suis intéressé au potassium parce que j'étais dans j'observais une sorte de limite d'efficacité aux pratiques respiratoires et je me dis, il y a quelque chose d'autre qui déforme la respiration que le stress nerveux ou le postural. Et ça m'a conduit à m'intéresser au potassium et à découvrir cette situation dingue, un peu ubuesque il y a des apports recommandés et quasiment personne n'est au seuil minimal de ces apports. C'est dingue. Et après, on va chercher midi à 14 heures, les gens vont pas bien. Il est reconnu médicalement, d'accord, que les apports en potassium, c'est un facteur clé de la protection de l'hypertension. C'est un facteur clé de la protection de l'ostéoporose et de problèmes de calcul rénaux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Jamais, alors que c'est officiellement reconnu, notamment, certains me diront, ah, l'OMS, etc., blabla, ils n'ont pas toujours été. Je n'entre pas dans ce débat-là, mais notamment par l'OMS. La médecine reconnaît que le potassium a ces rôles-là fondamentaux. Et on n'en entend pas parler. Donc, pour moi, les apports minéraux sont essentiels. Alors, ça se fait à travers certains aliments, c'est la consommation de légumes avec des eaux de cuisson qui sont conservées, c'est très important, sinon le potassium part avec. Et ensuite, j'insiste beaucoup, mais ça, vous trouverez plein d'informations sur la chaîne YouTube, sur le fait d'éviter les mélanges entre les sucres rapides, c'est ce qui est sucré au goût, et les protéines. Évitez, lors d'un même repas, de faire ces mélanges si vous êtes en santé qui n'est pas top. Si vous allez bien et que vous pouvez manger ce que vous voulez, ben vous mangez ce que vous voulez. Mais si votre corps
est fatigué, malade ou que vous êtes convalescent ou vous voulez vous sentir mieux, essayez de séparer dans le temps ce qui est sucré et ce qui contient des protéines. Donc, ça veut dire qu'on ne mange plus de dessert à la fin d'un repas, c'est vrai. Mais on peut essayer, si on trouve des desserts sans protéines, de le consommer 2 heures plus tard. Pour moi, avec ces deux mesures, vous pouvez déjà vous faire beaucoup de bien. D'accord, merci. Une autre question, vous avez évoqué le rôle du diaphragme et de la nécessité qu'il soit relâché pour permettre une bonne expiration. Vous avez aussi dit que bah, voilà, notre rythme de vie avait tendance à bah, du coup, faire que notre diaphragme était assez peu relâché. Comment est-ce qu'on peut l'aider à se relâcher davantage? Eh bien, en réduisant tous les stress auxquels le corps est exposé, c'est le fil de vie de la coach respiration. Alors, il y a les mouvements, hein. Vous ne pouvez pas, chaque matin, je fais mon enchaînement et chaque matin, je mesure que grâce à cet enchaînement, je détricote ce que le stress m'a fait pendant la nuit. On pourrait croire que la nuit, le corps se régénère à 100%. Le cerveau, certainement, fait ce genre de travail. Le corps, lui, il a un problème parce qu'il est dans l'immobilité. Et regardez ce que font les animaux lorsqu'ils se relèvent après un moment d'immobilité, ils s'étirent. Nous, les humains, on a assez vite perdu ce réflexe instinctif. Donc, le mouvement, les étirements, c'est des choses qui sont intégrées dans les pratiques de coach respiration, sont vraiment importantes pour réduire le stress du corps. Ensuite, hem, ensuite, s il est intéressant d'avoir une attention sur le nutritionnel, ça c'est je vous en parler. Et il y a une troisième volet en coach respiration qui est le relationnel. Heu, on gagne à avoir des liens harmonieux avec notre vie, c'est-à-dire être content de la vie qu'on mène, heu et s'aimer soi et avoir des liens harmonieux avec ceux qui nous entourent. Alors bien sûr, il y a des choses qui se décident pas, hein, c'est pas ça fait partie d'un travail, on ne peut pas accuser l'autre d'être la source de notre stress, mais c'est bon de travailler à développer des liens harmonieux avec ce qui nous entoure. Il y a des outils pour ça, la communication non violente, il y a lorsque vous travaillez votre respiration, ça vous met aussi dans d'autres états d'esprit. Si vous voulez devenir agressif, c'est pas difficile, vous prenez beaucoup de caféine, vous faites, beaucoup de respirations qui sont compressives, vous faites des respirations rapides par la bouche et vous ne serez pas la même personne que si vous faites 20 minutes de cohérence cardiaque, du travail pour aligner votre respiration, approfondir votre expire. Et puis, on a aussi besoin d'un lien harmonieux avec la nature. C'est pas une histoire c'est pas folklorique. Heu, le corps humain souffre silencieusement lorsqu'il n'est qu'en contact avec du béton et de l'asphalte et il est bon, ce serait bon chaque jour de s'immerger dans la nature. Il est bon dans les locaux de mettre un mur végétalisé. C'est vraiment quelque chose auquel notre corps, a besoin fondamentalement. D'accord, merci beaucoup. Alors, on a une dernière question, je pense, qui est arrivée. Donc, c'est Aurélie, toujours, qui est très intéressée entre le lien entre alimentation et respiration et qui souhaiterait savoir lequel de vos ouvrages traite plus particulièrement de ce sujet. Heu, je crois que le point de départ, c'est vraiment d'aller chercher le mini guide qui est gratuit. Donc on peut pas ça fait une dizaine de pages, quinzaine de pages. On va sur coachrespiration.com. Il y a un petit onglet mini guide où il y a un pop-up qui s'ouvre. Est-ce que vous voulez le mini guide? Et puis, en échange de votre adresse mail, parce que comme ça, on peut vous envoyer nos newsletters avec des articles de base que je rédige, eh bien, on vous donne ce mini guide et dedans, il y a toute une série de conseils. Il y a 8 conseils et puis il y a 3 liens vers les vidéos que j'invite à visionner en priorité parce que la chaîne YouTube, c'est vrai, c'est presque 70 vidéos aujourd'hui et on peut être perdu par la quantité et avec ça, c'est une excellente base pour démarrer. Après, si on veut quelque chose qui est plus livre et cetera, à voir, mais déjà là, vous avez tout un support qui est gratuit et c'est une des choses qui est importante à mes yeux et que je glisse beaucoup dans la coach respiration,
je suis une personne qui a été profondément malade à partir de 19 ans, de fatigue chronique. Et à 38 ans, j'avais l'énergie d'un vieillard. J'avais un corps très douloureux, très fatigué, infiniment épuisé. J'étais pas bien dans ma tête, j'avais mal dans mon corps. Et j'ai cherché dans ce que j'avais étudié et comment on m'a appris aussi à chercher scientifiquement des solutions à des problèmes. La vie m'a m'a fait ce cadeau de découvrir des solutions. Et je suis très, comment? J'exprime la gratitude par rapport à la vie, par rapport à ça. Oui, j'ai vraiment été malade pendant presque 20 ans, mais en même temps, aujourd'hui, j'ai droit à une deuxième vie et je tiens à partager beaucoup. Il y a des choses qui sont payantes dans ce que je fais, bon, voilà, mais il y a aussi tout un flux qui est accessible gratuitement et c'est la porte d'entrée principale, allez voir ce mini guide. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus et comment dire, je vais corroborer vos propos avec bah, voilà, l'orientation qu'a pris la Mutualité de La Réunion en travaillant sur ce sujet de la respiration. On partage complètement votre approche sur bah, voilà, le fait que apprendre à voilà, respirer différemment et en faire un atout pour notre santé, bah, en Mmh, fait, doit pouvoir être accessible à tout le monde. ouais, Et donc, bah, c'est tout l'intérêt et l'objectif bah, des webconférences, notamment, qu'on a débuté ce soir et des ateliers qu'on proposera demain. Donc, merci beaucoup, Jean-Marie Defossé, d'avoir inauguré ce cycle de webconférences. Et ben, on espère voilà, pouvoir vous avoir à nos côtés encore à d'autres reprises. Mesdames, messieurs, merci beaucoup pour votre attention et vos questions. Donc, bah, la suite demain. Donc, demain, on recevra docteur Edith Perrault-Pierre qui nous parlera, elle, de la respiration dans les techniques d'optimisation de potentiel. Donc, encore un autre aspect dans lequel intervient la respiration. Merci beaucoup, Monsieur Defossé, et bonne soirée à vous. bonne soirée à tous, bonne Au revoir. expiration à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.